Donc la question c'est est-ce qu'on est à l'heure du resect and discard? Alors juste une petite leçon de vocabulaire comme d'habitude, j'aime bien. Le diagnose and leave, c'est je diagnostique un polype et je le laisse en place. Ça s'applique pour les hyperplasiques du sigmoïde. Et le resect and discard, c'est-à-dire je résecte un polype et je ne l'envoie pas à analyse parce que je suis sûr de ce que c'est. Alors, quand penser au resect and discard, quand je me suis penché sur le topo, je suis tombé sur des arbres décisionnels assez complexes, comme celui-là, où pendant votre coloscopie, vous devez penser au faux positif, au vrai négatif, au faux négatif. Arbres qui me paraissaient assez complexes. J'ai essayé de fouiller sur d'autres arbres stratégiques qu'on nous proposait, des arbres de stratégie optique, comme on vient de le faire, des arbres de stratégie basés sur la localisation du polype, pour essayer de simplifier, les polypes proximaux versus les polypes recto-sigmoïdiens, et des arbres qui associent les deux, mais qui ne sont pas moins simples que l'arbre décisionnel que je vous ai montré avant. Donc après cette première exploration, j'étais un peu circonspect, c'était moi le petit personnage, et j'étais pas le seul parce qu'il y a un essai qui est multicentrique international qui a interrogé plus de 800 endoscopistes sur le resect and discard en leur demandant leurs craintes. Et ce qui sort dans cette étude qui est assez récente, c'est finalement la crainte du mauvais diagnostic et donc du mauvais intervalle de confiance avec tout le risque médico-légal d'aller s'engager sur le risque de cancer d'intervalle. Donc finalement, mon sentiment, c'était celui-là. On est pendant la coloscopie, on n'a pas les idées très claires sur le polype, il va falloir qu'on plonge, qu'on tranche, avec un côté médico-légal dans la décision qu'on va prendre. Alors je suis revenu sur l'arbre décisionnel que je vous ai montré. Et finalement, je l'avais lu un peu vite, et le resect and discard, il est juste là dans votre arbre, c'est-à-dire qu'il est à la partie haute du tableau, c'est-à-dire les polypes de moins de 5 mm. Jusqu'à aujourd'hui, le resect and discard s'applique que sur les polypes de moins de 5 mm. Deuxième tableau sur lequel j'étais tombé, en effet, on voit que les polypes de plus de 5 mm, on est sur l'attitude actuelle d'analyser. Donc il ne nous reste finalement que les moins de 5 mm. Et sur les moins de 5 mm, vous voyez que finalement, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que le polype a l'air d'être non néoplastique. Alors non néoplastique, ça veut dire hyperplasique ou un pli. Néoplastique, ça veut dire c'est un truc qui peut dégénérer dans un second temps, adénome, festonné. Eh ben, pour les polypes de moins de 5 mm, s'il vous paraît hyperplasique et que c'est dans le rectosigmoïde, vous pouvez faire du diagnose and leave. C'est un peu ce qu'on fait quand on a plein de petits polypes d'allure hyperplasique du rectosigmoïde. Si par contre il est dans le côlon proximal, vous le réséquez. Si vous êtes sûr de vous, vous faites du resect and discard. Deuxième situation, le polype a l'air d'être finalement néoplastique, adénomateux et ou festonné. Vous êtes sûr de vous sur l'analyse, vous faites du resect and discard. Vous n'êtes pas sûr, vous faites du resect envoi à l'analyse. Finalement, le resect and discard, malgré les arbres décisionnels un peu complexes, il est assez simple. Moins de 5 mm, vous êtes dans le sigmoïde et ça ressemble à un hyperplasique, vous ne le réséquez pas. C'est toute autre chose et vous êtes sûr de vous, vous le réséquez, moins de 5 mm, vous pouvez ne pas l'analyser. Donc on a gommé, finalement, c'est pas si compliqué. Et que disent les sociétés savantes? Quand je me suis replongé, je me suis rendu compte que les sociétés savantes, et notamment la société américaine, depuis 2011, préconisent le resect and discard, puisqu'elle permet de faire ce type d'attitude dès 2011, à condition qu'on ait une valeur prédictive négative pour les adénomes de plus de 90%. Si vous êtes capable de faire ça, la société américaine, depuis presque 15 ans, dit vous pouvez laisser des hyperplasiques du rectosigmoïde. Pour le resect and discard, donc le je résèque et je n'envoie pas l'analyse, il faut respecter plus de 90% de concordance concernant l'intervalle de surveillance entre la vraie histologie et ce que vous en pensez, pour pouvoir vous permettre de faire cette attitude. Deuxième société savante qui a fait des recommandations beaucoup plus récentes, c'est l'ESGE, qui a dit en effet on peut faire du resect and discard dans la vraie vie, mais à condition de faire une évaluation première.
et ils ont créé les critères SODA. SODA pour Standard for the Optical Diagnosis of Diminutive Colorectal Lesions. Qu'est-ce que ça veut dire, le SODA? Ça veut dire faire une première formation sur bande pour apprendre ce que c'est que l'analyse des polypes en optique, en évaluation optique, et ensuite mettre en pratique à propos de 60 lésions diminutives, moins de 5 mm de suite, et d'être au-dessus de certains seuils. Les seuils qui ont été proposés, c'était plus de 90% de sensibilité et plus de 80% de spécificité pour pouvoir se permettre de laisser des polypes, le fameux diagnose and leave. Et pour le resect and discard, plus de 80% en sensibilité et en spécificité. Alors voilà le schéma de la recommandation. Comme je vous disais, il y a les critères SODA avec l'évaluation première sur des bandes, puis une auto-évaluation en mesurant ces seuils qui permettent de dire j'ai plus de 90% de sensibilité, plus de 80%, je peux faire du diagnose and leave. Si j'ai plus de 80% de sensibilité et de spécificité, je peux faire du resect and discard. Si je ne réponds pas à ça, je reste comme aujourd'hui à envoyer mes polypes à la NAPAD. Alors pour moi, il y avait 3 problématiques qu'il faut résoudre pour le resect and discard. D'abord, l'évaluation de la nature des polypes. Ensuite, on va voir l'évaluation de la taille, puisque ça intervient dans la décision. Et puis, se poser la question de la résection. Concernant la caractérisation, est-ce qu'on est bon en évaluation optique? Il y a cette étude, DISCARD 2, qui a montré, quand on n'est pas expert, que finalement, on n'atteint pas les seuils en sensibilité et en spécificité pour pouvoir faire du resect and discard. Donc, de cette étude qui remonte à 2017 de mémoire, les constatations, c'est que finalement, pour l'instant, on n'est vraiment pas au point pour pouvoir effectuer cette attitude. Un papier très intéressant, publié récemment, évaluait l'évaluation en fonction de la localisation du polype. Et alors là, le raisonnement, il est hyper simple. C'est j'ai un polype du côlon, je considère qu'il peut avoir un risque dégénératif, c'est un néoplastique. C'est le rectosigmoïde, je considère qu'il n'aura pas de risque, je le considère comme non néoplastique. Donc c'est un peu simplexe, on va se planter sur des petits adénomes du rectum, mais quand on regarde cette attitude-là, on se rend compte que sur la prise de décision sur la coloscopie d'intervalle, on voit qu'on ne se trompe pas dans 97% des cas. Et quand on compare le raisonnement lié à la localisation par rapport aux différentes classifications, quand bien même faites par des experts, eh ben, la localisation est meilleure que l'évaluation optique. Alors c'est un peu décevant, on se dit qu'on a beau essayer de bien évaluer, finalement c'est pas génial. Est-ce que l'intelligence artificielle nous améliore dans ce cas-là? Là vous voyez l'intelligence artificielle de Fuji, avec des polypes qui sont identifiés selon un code couleur, et puis en plus vous avez le nom du polype qui s'écrit en bas, hyperplasique à gauche et néoplastique, donc adénome et ou festonné à droite. Première étude montrant que finalement, sur une population de gastro-entérologues mi-experts, grosso modo mi-experts, mi-non-experts, l'IA ne monte pas la sensibilité et la spécificité des praticiens. Mais quand on regarde dans les sous-groupes experts et non-experts, on voit que autant l'IA n'aidera pas les experts, autant l'IA va aider les non-experts à monter en sensibilité et uniquement en sensibilité. Et au cours de l'étude, l'évaluation de l'expertise des non-experts a été réévaluée et en fait, on voit que l'IA aide les non-experts à progresser. Deuxième étude plus récente sur l'apport de l'IA. Cette fois-ci, à l'échelle des experts non-experts, il y avait là aussi 50% d'experts et non-experts sur l'étude. L'IA était utile pour monter le taux de sensibilité, mais pour ce qui est du taux de spécificité, on restait en dessous du seuil préconisé dans les recommandations. Donc pour l'instant, l'IA nous aide, mais c'est encore un peu tôt pour plonger dans le resect and discard. Deuxième problématique, l'évaluation de la taille. Vous avez vu qu'on a décidé de proposer le resect and discard pour les lésions de moins de 5 mm. Mais est-ce qu'on sait mesurer des lésions de moins de 5 mm? Sur l'évaluation visuelle, on se trompe dans 20% des cas. Est-ce que l'IA, dans ce cas-là, nous permet de ne pas nous tromper? Eh bien oui, l'IA fait mieux, puisqu'on a moins de 3% d'erreur pour l'évaluation de la taille. Et pour la petite histoire, dans cette étude, juste pour répondre à nos interrogations, quand on mesure visuellement avec une anse, on fait moins bien que comparé à la pince, et on fait moins bien que l'IA.
Dernière problématique, est-ce qu'on doit s'interroger sur la technique de résection? Il faut bien sûr pas faire des résections R1, or on n'aura pas d'anapathe. Donc il faut préconiser les résections à lance froide, mais ça maintenant c'est la palissade. Prendre plus large que le polype, et là quand on fait du resect and discard, c'est encore plus important. Il faut envoyer l'anapathe au moindre doute, notamment quand on pense qu'on a été un peu au ras du polype. Et surtout, il va falloir prendre des photos avant, après, puisqu'il y a tout le problème médico-légal de la présence de polypes, puisqu'on va coter une polypectomie, de la réalité du polype et de la preuve de l'exérèse. Donc, il faudra qu'il y ait une preuve de l'exérèse, de l'existence du polype dans votre compte-rendu informatique, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore le cas de tous nos centres. Donc, pour la technique de résection, si on fait ça, il faut vraiment s'appliquer une technique hyper exigeante. Donc, en conclusion, sur le resect and discard, ça s'applique pour l'instant pour les polypes de moins de 5 mm. C'est dans cette idée-là que c'est développé. Pour l'instant, les recommandations existent, mais elles sont un peu justes pour être appliquées. On a vu qu'on était un peu sous-optimal et sous les seuils. Mais il faudra s'appliquer une formation initiale et une auto-évaluation. L'IA nous apporte une amélioration sur la caractérisation des polypes et sur la taille, mais on va encore optimiser parce qu'on est sous les seuils. Enfin, cette technique de resect and discard impose qu'on soit irréprochable tant sur la résection que sur les preuves de résection. Je vous remercie. Ouais, super topo. Moi, j'ai une petite question. Je comprends pas bien quel est le fond du problème du resect and discard. Pourquoi on doit le faire? Qu'est-ce que ça change? C'est juste une histoire de coût de santé, d'exposition au formol. On est bien d'accord que c'est ça dont on parle. Et c'est pour ça que c'est né aux États-Unis, pour d'histoire de coût au départ. Alors, c'est une question de coût, c'est aussi une question d'écologie. Il y a vraiment un impact carbone bien supérieur et il y a un coût majeur. Il faut voir, en fait, en faisant le topo, j'ai revu les risques des polypes en fonction de leur taille. Et ça, il n'y a pas beaucoup de données, mais on a des données. Et on sait que finalement, en dessous d'1 centimètre, moi je me pose la question de pourquoi s'arrêter à 5 mm en toute franchise. En dessous d'1 centimètre, quand on reprend toutes les séries, on a moins d'1% de dysplasie de haut grade. Alors, il n'y a pas beaucoup de séries qui nous permettent de le dire. Nous, on avait fait une grosse série il y a 2-3 ans, mais il y a une grosse série aussi américaine qui avait fait ça. Moins de 1% de dysplasie de haut grade. Dans notre série, nous, on avait 12 000 patients, 0 cancer. Il y a une autre série où il y avait 0 cancer, et la série nord-américaine, ils avaient 2 cas de cancer c'était une série de 12 000 patients aussi. Donc, il y a très peu, voire aucun cancer en dessous de 1 cm. Je ne sais pas dans les autres séries. Moi, j'ai repris notre série. On voit que la dysplasie de haut grade, les moins de 1%, on les a trouvés autant à moins de 5 mm qu'entre 5 et 9. Donc, je ne suis pas sûr qu'en plus, il y ait un vrai changement jusqu'à 1 cm. Mais si on considère qu'on résecte tous les polypes de moins de 1 cm, on va avoir en termes d'économie, alors moi j'ai fait mes petits calculs, on a plus de 40 millions de dépenses d'économie en France avec les chiffres que j'avais. Et en termes d'impact carbone, voilà. Alors je ne sais plus parce que je suis nul en chiffres, mais c'était 250 000 Paris-Marseille, parce que j'ai des copains à Marseille, malgré les apparences, l'impact carbone de 250 000 Paris-Marseille si toutes les gastro-français arrêtaient d'envoyer les polypes de moins de 1 cm. Eh ben, merci David, la transition est toute trouvée parce qu'on a pris une demi-heure de retard.